Bonjour, je m'appelle Walter Roest, je suis géophysicien à l'IFREMER et les organisateurs m'ont demandé de faire les conclusions de cette colloque. À l'époque, ça me semblait une bonne idée, mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas du tout spécialiste. En revanche, je veux essayer quand même de vous donner un petit peu un point de vue de quelqu'un de l'extérieur. Mon implication dans le domaine maritime ces dernières années a été, depuis 2004, le programme Extra-Plaque de l'extension du plateau continental. Donc ça, c'est le parti du plateau continental au-delà des 200 000 marins, pour laquelle la France a fait 1 an et demi de campagne à la mer pour explorer, la base du talus et le début du plateau continental qui est effectivement très profond et donc au-delà, par définition, de 200 000 marins des côtes françaises, à la fois en métropole et en outre-mer. Et depuis 2012, j'étais à l'ONU, à la commission des limites du plateau continental, où j'ai donc été commissaire pour notamment examiner les dossiers soumis par d'autres États dans le même but. Donc du coup, j'ai une certaine sensibilité sur les questions de l'ONU. Je vais fermer ça. Voir si ça marche. Et comme Catherine a mentionné ça pendant sa conférence il y a 2 jours, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une visibilité politique des questions autour de la mer. Dans les accords de Paris, l'océan est vraiment présent. Dans les objectifs de développement durable qui sont discutés maintenant de quasi permanent à l'ONU, il y a l'objectif 14 qui concerne la vie aquatique. Il y a des discussions sur toutes les questions autour de la biodiversité au-delà des juridictions nationales, ce qu'on appelle en anglais les BBNJ. Donc la mer et toutes les problématiques autour de la mer sont vraiment présentes. Et donc les données, les connaissances de la mer, c'est aujourd'hui un vrai sujet. Et je pense que nous, en tant que chercheurs dans ce domaine-là, on a toute notre place pour contribuer à cette évolution des affaires. Et la mer est très complexe. Je voulais juste montrer cet exemple-là de la situation des glaces dans l'océan Arctique. Donc on voit bien ici qu'en septembre 80, la totalité de l'océan était couverte avec la glace. En septembre 2007, c'était que la moitié. Et ça continue. Et donc, ça a un impact énorme potentiel sur le transport maritime et les différentes routes qui sont identifiées déjà, soit en suivant la côte de la Russie ou le passage nord-ouest, vont considérablement changer le transport maritime entre l'Asie et l'Europe. Et ont un impact sur le transport maritime en Méditerranée, par exemple. Et ça se montre bien dans cette image ici. On voit qu'entre le Japon et l'Allemagne, il y a une distance de plus de 4000 miles via le cap de Bon-Espoir, jusqu'à une distance à moins de 6000 nautiques si on passe par le passage nord-ouest. Donc des chiffres sont énormes, et ça, c'est pour relativement bientôt que ça va arriver. Je voulais vous montrer, vous connaissez sûrement, mais comme Cathy dit, ça vaut toujours le coup de répéter, ce que sont les remarques faites dans le cadre de l'objectif 14 pour le développement durable vis-à-vis de la mer de l'ONU. Donc, pour conserver, exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines, aux fins de développement durable. Et donc là, il est répété finalement que l'océan est essentiel pour rendre la Terre habitable pour l'homme. Que, en fait, tous les systèmes, la pluie, l'eau potable, la météo, le climat, tout ça dépend de l'océan. Et l'océan, pendant toute l'histoire humaine, a été essentiel dans le commerce et dans le transport. Donc, du coup,
une gestion prudente de cette ressource est extrêmement important. Donc il y a plusieurs constats. Je ne vais pas toutes les lire, mais on sait tous que la mer couvre plus de 70% de la surface de la Terre, que ça représente des sommes énormes en termes de PIB mondial, que ça a un impact important sur le climat, mais aussi tous ces problèmes qui sont liés à la pêche et la surpêche et l'impact des activités humaines. On en a beaucoup parlé pendant ces derniers jours. Donc ça me amène à cette colloque Mer Géo. Donc il y avait pour objectif de rassembler tous les 2 ans les professionnels de la gématique autour d'une problématique commune, l'étude et la gestion de la mer et de l'océan, du littoral au grand fond. Et donc je veux à ce moment-là remercier les organisateurs parce que pour moi c'était un vrai succès. Je trouve qu'on a eu 2 jours et demi très intenses, très intéressants. J'ai beaucoup appris. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'on peut féliciter les organisateurs. Le programme, donc ça, c'était les différents sujets qu'on a discutés. Quand j'ai vu au début, je pensais que c'était l'organisation de l'Ifremer, mais ce n'était pas exactement ça. Et il y a quand même pas mal de problématiques dont je ne connaissais pas grand-chose. Et donc, je ne vais pas vraiment insister aujourd'hui sur les différents sujets parce que je n'aurai sûrement pas une vision globale pour faire une synthèse de tous ces sujets. Mais je voulais insister sur 2 aspects. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que j'ai vu qu'il y a pas mal de synergies entre les thématiques discutées et entre les activités des différents organismes présents, que je vois qu'il y a pas mal de méthodologies et outils déjà partagés, mais qu'il y a encore peut-être des outils et méthodologies qui peuvent être davantage partagés. On voit bien qu'avec les portails communs, les services web, il y a quand même une convergence. J'étais impressionné par l'utilisation des données d'opportunité, comme les données AIS, dont je ne connaissais même pas l'existence. On voit aussi bien que beaucoup de problématiques qu'on traite dépassent largement la France. Donc, c'est l'Europe, voire des problématiques mondiales. On a parlé beaucoup de l'impact, mais on a peut-être moins parlé de l'économie. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. L'histoire des Emotet ingestion et les données dormantes, oui, c'est intéressant. Là, je voulais me concentrer sur les 2 aspects du logo, le devis de cette conférence ou de cette colloque, de la côte à l'océan, l'information géographique en mouvement. Donc, de la côte à l'océan, c'est clair qu'il y a cette continuité, et on l'a entendu, de la terre jusqu'à la mer, jusqu'au grand fond. Et donc peut-être il manque un petit peu la partie terre, jusqu'à quelle distance il faut considérer la terre dans les discussions qu'on a eues ici. Il y a beaucoup de différentes juridictions et je vais revenir là-dessus avec une illustration que je vais montrer. On sait qu'il y aura une densification des populations sur le littoral, donc la pression va être beaucoup importante dans les années à venir. Il y a les ressources renouvelables, donc les ressources vivantes, mais aussi les énergies marines renouvelables, et les ressources physiques, donc minérales et énergétiques, qui ne sont pas renouvelables à considérer. Donc ça, c'est une vue 3D qui a été diffusée avec les informations qu'on a reçues avant-hier. Donc j'ai pris en photo. Je ne sais pas si c'est lisible. Mais ça montre bien toutes les différentes autorités qui sont concernées par les différentes zones
maritime qu'on a depuis la côte jusqu'à ce qu'on appelle la zone internationale. Donc moi, je suis plutôt spécialiste dans ces zones-là, mais il y a toutes ces zones entre les plages, où il y a même, c'est plutôt une responsabilité locale, jusqu'à les zones où c'est le préfet maritime ou le préfet de la région qui a une certaine responsabilité. Et donc après, on va jusqu'à la zone économique exclusive, à 200 000, et la zone internationale qui, en ce qui concerne les fonds marins et le sous-sol, est gérée par l'autorité internationale des fonds marins. La deuxième partie de devise de cette colloque, c'est l'information géographique en mouvement. Et ce que j'ai vu pendant ces quelques jours, c'est un progrès énorme dans l'acquisition, multiplication des capteurs, meilleure résolution dans presque tous les domaines, la quantité de données qui est incroyable. On a entendu 1 terabyte de données par jour. Donc, il faut le traiter, il faut le stocker. Capacité d'intervention qui devient beaucoup plus diversifiée avec les drones et tout un tas d'instruments autonomes. L'utilisation des logiciels en open source, qui est intéressant, je pense. Et surtout aussi une approche en 4D. Donc, c'est plutôt une cartographie. Ce n'est plus une cartographie du moment, mais c'est vraiment essayer d'étudier l'évolution du milieu marin avec un état de référence, un suivi des impacts, un impact entre les fonds marins, les courants, un impact entre l'océan, l'interaction entre l'océan et l'atmosphère. Donc là, j'ai quelques exemples qui ont été cités. Si je cite ça, c'est parce que j'ai compris. Peut-être ça ne veut pas dire que je n'ai pas compris les autres, mais je ne peux pas tout citer. On a eu cette discussion sur les hydrates de gaz. Donc oui, on peut localiser les panaches de méthane. On peut analyser la composition de ces fluides et ces gaz. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas l'impact. On ne sait pas si cette méthane arrive à l'atmosphère, à l'endroit où sont les panaches, ou transportée par les courants et la circulation océanique et sort ailleurs. Mais on sait qu'il y a des panaches partout. On les a en mer Noire, mais on a aussi, par exemple, au large de Svalbard, dans l'Atlantique Nord. Ces questions de pollution par les navires, notamment par cette étude de AIS, donc c'est vrai qu'on peut calculer ou estimer un volume d'émissions, mais il faut inclure l'atmosphère pour savoir l'évolution temporelle et spatiale de cette pollution et où ça va. J'étais très, très surpris par tout ce qui est la pêcherie en Méditerranée et la capacité de contrôle ou non et la capacité ou non d'imposer la réglementation qui existe à la fois en termes d'efforts de pêche et en termes de taille des prises. Et un sujet que je connais mieux moi-même, les ressources minérales des grands fonds. Donc, c'est l'autorité internationale des fonds marins qui gère plus que 60% de la surface des grands fonds. Et c'est un tout petit bureau avec 20 personnes. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Ils ne sont pas capables de surveiller ou contrôler des activités, si jamais on aura des activités d'exploitation de la mer. Donc, une autre question, c'est la quantité de données, parce que ça pose aujourd'hui quand même la question de stockage, de traitement initial, de validation de métadonnées, d'analyse, interprétation, utilisation, pérennisation. Et on a entendu qu'au bout de 10 ans, quelqu'un a dit, 30% des données acquises sont perdues. Donc je ne suis pas sûr si cette chiffre est correcte. C'est Cathy qui a dit? Non. Et pour ça, et surtout si on veut avoir des séries dans le temps, il faut avoir des financements pérennes
Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir des résultats. Et hier soir, pendant le dîner, raconté une petite histoire. Je le répète aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le milieu marin, pas directement. Mais j'étais au Canada au début des années 90. Et on était arrivé à un moment où le réseau de sismomètres était obsolète. Et il fallait le remplacer. Donc il fallait de l'argent pour remplacer les sismomètres et pour installer un système de communication satellitaire pour avoir les données en temps réel. Et le gouvernement a dit, mais c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est clair, c'est les risques sismiques. Au Canada, il y avait un seul mort dans le XXe siècle d'un tremblement de terre. C'était à Montréal, par un cheminée qui est tombé dans un tremblement de terre. Et Montréal n'est pas dans une zone à risque sismique. Donc ça ne collait pas. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était la traité contre les tests nucléaires. Et c'est par ce biais-là que le réseau sismique a été financé. Et pas par des résultats ni scientifiques, ni utiles pour le but principal. Donc c'est très important si on part sur des séries pérennes qu'on a des résultats à montrer. Parce que sinon on n'arrivera pas à financer dans la durée. Donc qu'est-ce que je conclus? Moi, j'ai trouvé le programme dense, riche. J'ai trouvé les interactions étaient intéressantes, constructives. Il y avait beaucoup de questions. Je pense que les présentations de 20 minutes, c'est bien adapté à la question. Et donc, ça me porte à la fin de ma présentation. Où est-ce qu'on peut aller pour la 3e édition? Est-ce qu'il y a d'autres communautés, institutions à inclure? La remarque m'a été faite qu'il n'y a pas vraiment une communauté de gens qui travaillent avec les données satellitaires. Est-ce qu'on doit les inclure? Est-ce qu'il y a, ça a été aussi mentionné par Catherine pendant sa conférence, interaction agriculture à terre et aquaculture, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser? Plus sur les activités économiques, donc pas seulement l'impact des activités humaines, mais aussi quand même les bénéfices économiques de l'activité humaine en mer. Est-ce qu'il faut inclure des acteurs européens? En termes de format, est-ce que je pense quand même si les posters ont été mis dans la salle, avoir une vraie session de posters où on va les visiter, c'est peut-être mieux qu'une minute. Mais c'est une idée, je ne sais pas. Et est-ce qu'une ou deux tables rondes pourraient améliorer le format? Donc ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Juste, Walter, je voulais te remercier. Déjà, je pense que tes réflexions, quand tu nous as dit que tu nous félicitais tous, je pense que ça a fait chaud au cœur à toute l'équipe d'organisation. Et j'ai beaucoup apprécié ton analyse de notre devise, parce que les collègues se rappelleront à notre brainstorming pour la trouver, celle-là. Ça n'avait pas été facile. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'analyse que tu en as faite. Voilà. Et on prend bonne note pour la prochaine édition de tes remarques. S'il y en a qui veulent en faire d'autres, on est preneur à chaud. Là. Et puis de toute façon, on vous enverra une enquête, je pense, comme on avait fait la première édition, pour analyser tout ça et améliorer la prochaine. Mais s'il y en a qui veulent faire des remarques à chaud, on est preneur déjà. Moi, je veux revenir juste sur la première. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la télédétection, le mix de données in situ et télédétection. Je pense que il y a un gros sujet là. Là-dessus, en fait, ce que j'en disais, là, c'est Olivier qui faisait cette remarque-là. Olivier Dissart est déjà la première édition. Et nous, on est ouverts, on accepte tout le monde, je dirais. Et en fait, on ne reçoit pas de soumission de la part de cette communauté-là. Et donc peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés, mais après, on peut aussi aller les chercher. Oui.
Et l'autre sujet, je pense que c'est important sur l'activité économique. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec Marion Pedroni du pôle mer. Je pense que le pôle mer, peut-être que ce soit Bretagne ou Méditerranée, peut être un relais de ce colloque. Hein. Donc j'en ai pris. Manon m'a dit vous auriez pu plus. Voilà. Une réponse aussi. La première édition, on avait contacté le pôle mer Bretagne Atlantique, qui relayait et pas vraiment, il ne sait pas trop ce qu'on fait, ça ne rentre pas dans nos activités. Et donc du coup, on n'a pas relancé l'affaire sur cette deuxième édition avec le pôle mer Méditerranée, mais on note aussi. Donc, moi, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'avoir accueilli ce colloque, ce deuxième colloque Mérigéo. Je sais que la plupart d'entre vous dans la salle venaient plutôt de la façade atlantique, donc on est très heureux de vous accueillir sur la façade méditerranéenne. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au bord de la mer. Bon, on est un peu loin de la mer, mais pas très loin quand même. Donc je sais bien que ce n'est pas le cas. Vous dire que moi j'ai aussi été épatée par le programme, par le contenu très dense, très riche, très varié de ce programme, par évidemment la qualité des intervenants. Je tiens à remercier aussi les organisateurs. Vous avez tous pu constater que l'organisation a été menée de main ferme et que ça s'est très très bien passé. Et c'est pas simple de gérer ça sur 3 jours. J'espère que vous avez appris des choses les uns et les autres, même si vous êtes des spécialistes du domaine. J'espère que ça vous a donné des idées pour développer des projets. J'espère que vous avez rencontré des partenaires potentiels pour collaborer autour de nouveaux projets. Et donc je vous remercie encore une fois tous les uns et les autres et je vous souhaite un bon retour sur vos territoires respectifs. Et je sais que c'est pas très facile aujourd'hui, donc j'espère que ça sera pas trop chaotique. Et merci encore pour votre participation. Merci à l'AFB, merci au CHOM et merci à l'IFREMER. Les organisateurs, donc les 3 organismes et le CRIJ-PACA, qu'on remercie encore une fois. On voulait également remercier pour cette organisation Sophie Agulon de la Société Colibri qui nous a beaucoup aidés. Donc on tenait vraiment à la remercier chaleureusement. Donc je ne sais pas si elle est dans la salle. Non. Donc on lui redira. Loredane. Voilà, et Loredane, je t'invite à venir devant aussi parce que tu as énormément contribué à la réussite de Mérigéo, de cette seconde édition. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Voilà, et donc on vous donne rendez-vous dans 2 ans. On n'a pas encore fixé la date, mais ni le lieu d'ailleurs. Mais on espère vous revoir aussi nombreux et puis on va tenir compte évidemment de toutes vos remarques. Donc on fera une enquête qu'on vous fera parvenir et on essaiera de tenir compte de toutes vos remarques, qu'elles soient à chaud ou à froid. Voilà. Merci encore et à bientôt.